Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et cet épisode sera celui du débrief de Milan-San Remo. Je viens de me finir le replay du premier monument de la saison et tout simplement, quelle course mes amis. On a eu de la chance d'assister à un tel spectacle. Franchement, c'est pas un scénario auquel je m'attendais. C'est un scénario qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps et franchement, on a été régalés. C'est peut-être déjà là la course de l'année. Et ça donne très envie d'avoir les prochains affrontements, notamment entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Donc voilà, je propose qu'on en parle assez rapidement. Donc tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur ce qu'on a attendu de cette course. Déjà, il y avait les conditions météo qui étaient un peu incertaines. Donc ces conditions météo qui nous ont dit il y aura peut-être de la pluie sur Milan-San Remo et on s'est dit ça peut peut-être changer quelque chose. Ça peut rendre la course plus dure dans sa préparation. Ça peut avoir un impact dans les descentes, notamment de la Cipressa et du Poggio. Ça peut avoir des conséquences sur quelqu'un comme Tadej Pogacar qui avait chuté dans des descentes. Bon, finalement, il en a rien été. Il faisait très froid, il y avait un peu de pluie au départ, mais finalement, quand on est arrivé sur la côte de la Méditerranée, le temps était impeccable. On a eu quand même des super images de la côte sous le soleil. Et donc, ça n'a pas eu d'impact dans la course, puisque tout simplement, il y a eu très peu de chutes qui étaient liées à une route mouillée, etc. Et puis, toute la dernière partie de la course, c'était sur une route sèche. Donc, un impact assez faible. En termes de choses qu'on attendait aussi, il y avait la présence de Philipsen. Finalement, vous le savez, sur la course Nokere course de mercredi, Philipsen a chuté assez gravement. Il était quand même partant sur ce Milan-San Remo, mais on a senti que ça allait rebalancer un peu les cartes. Moi, je vous avais dit que c'était la Alpecin qui, pour moi, avait vraiment entre ses mains le scénario de la course, parce que c'était soit Van Der Poel jouait sa carte, soit il jouait celle de Philipsen, comme l'an dernier. Et évidemment, ça allait pas être les mêmes scénarios de course. Donc ça, c'était dans un scénario de course plutôt classique auquel je m'attendais. Finalement, on a très vite vu que Philipsen n'était pas un leader pour la Alpecin. Il a crevé à peu près 50 km de l'arrivée, un peu moins même, et il n'a jamais été attendu. Donc ça montrait bien déjà qu'on avait une seule tactique, c'était Mathieu Van Der Poel, et que Philipsen, bon, a priori, il était probablement dans un état de forme pas suffisant pour espérer gagner Milan-San Remo. Donc ça, c'était aussi une chose à laquelle on s'attendait, une potentielle victoire d'un sprinter dans un scénario axé Philipsen pour les Alpecin, et finalement, ça n'a pas été le cas. Et surtout, moi, je vous avais dit, Pogacar n'attaquera pas dans la Cipressa, et j'ai eu très tort. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du cyclisme, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, ou alors notre esprit irrationnel dit ce n'est pas possible, et finalement, c'est quand même des choses qui arrivent. Et c'est ce qui a fait que ce Milan-San Remo était probablement l'une des plus belles éditions de ces dernières années. Franchement, d'habitude, c'est 10 minutes très excitantes, Milan-San Remo, le Poggio, puis l'arrivée. Et là, dès la Cipressa, c'était tout simplement incroyable. Donc je vous propose qu'on se refasse rapidement le fil de la course. Une échappée qui inquiète personne. Voilà, ça papote. Personne ne roule fort dans les ascensions qui précèdent la Cipressa, même pas UAE. On se dit, bon, bah, ça va être scénario classique Cipressa et Poggio. Les échappés qui sont repris au pied de la Cipressa, les pauvres. Et là, il y a une petite chute, ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a un ralentissement qui se fait dans le pied de la Cipressa, qui fait qu'en gros, on a une première cassure et on a des coureurs qui sont pas forcément très bien placés. Et là, la UAE, a priori, il y avait comme plan d'attaquer dans la Cipressa. Moi, je m'étais toujours dit, c'est mort parce que Van Der Poel sera toujours dans la route de Pogacar. Ils vont pas rouler à deux alors qu'il y aura un peloton qui sera à 30 secondes derrière qui va leur rouler à fond dessus. Euh, je vois pas comment Pogacar, même tout seul, s'il arrive à se débarrasser de Van Der Poel, pourra profiter de son avantage pris dans la Cipressa. Et en fait, finalement, je m'étais un peu trop basé sur les années précédentes, où on voyait qu'il y avait encore 50, 60 coureurs en haut de la Cipressa, même quand UAE roulait très fort. Sauf que là, c'était pas UAE qui a roulé très fort, c'est Tim Wellens, Jonathan Narvaez, et puis pendant les deux tiers de l'ascension, Tadej Pogacar. C'est là que la grosse différence a eu lieu. Je pense que le combo attaque très tôt de Pogacar plus désorganisation liée à ce ralentissement dans le début de la Cipressa, c'est ça qui a un peu scellé le sort de cette course et qui en a fait une course tout simplement incroyable. Donc Tim Wellens qui roule très fort dès le pied de la Cipressa, donc là tout le monde comprend que Pogacar va attaquer. Parce que si Tim Wellens, qu'on voyait comme le lieutenant numéro un, peut-être pouvait jouer à peu près au niveau de Jonathan Narvaez, on se disait, si lui roule déjà, alors qu'on n'a pas vu un Domen Novak, on a vu un peu Vegard Stekelengen et on a vu un petit peu euh, Nils Politt dans la plaine, mais on n'a même pas vu un Isaac Del Toro, ce genre de coureur. On se dit, alors là, s'il roule déjà si fort, Tim Wellens, c'est que ça va attaquer dans la Cipressa.
Ça a été le cas. Donc gros relais de Wellens, puis ensuite de relais final de Narvaez avant l'attaque de Van Der Poel, de Pogačar, pardon, qui est suivi immédiatement par Van Der Poel, par Ghana. Et après, ça a pété en fait, parce que ça roulait trop vite. Déjà quand Narvaez roulait, ça roulait très vite. Et il y a que Romain Grégoire qui a réussi à accrocher le groupe avec les trois plus forts, donc qui étaient ceux qui ont fini sur le podium, à savoir Ghana, Van Der Poel et puis Pogačar. Romain Grégoire qui a explosé assez vite, on peut pas trop lui en vouloir, hein, il est encore un peu trop tendre, et puis là c'était vraiment du très très haut niveau, des très gros watts dans cette Cipressa. Un peu curieux de pas avoir vu un Tom Pidcock suivre. Mats Pedersen, c'est un peu moins curieux parce qu'il était plutôt bien placé, c'est juste qu'il avait pas les jambes. Pidcock a peut-être été un peu gêné par ce ralentissement dans le pied de la Cipressa. On sait qu'il avait pas une équipe incroyable. Peut-être qu'il était pas très bien placé. Mais bon, toujours est-il que du coup, euh, on a très vite un peloton qui enfile l'indienne sous l'impulsion de Tim Wellens. Et puis il y a plus grand monde qui peut se mettre dans la route Pogacar, surtout après la cassure quand Narvaez fait son relais. Donc Pogacar part, et on comprend très vite que il y aura des gros écarts au sommet de la Cipressa. Et c'est le cas. Romain Grégoire qui a explosé finalement. Et ensuite, il y avait donc Filippo Ganna qui essayait de s'accrocher comme il pouvait. Filippo Ganna qui a fait une super course. Je pense que lui, il pouvait pas mieux courir que ce qu'il a fait. C'est-à-dire que dans la Cipressa, il a réussi à suivre. Et ensuite, quand il a senti qu'il allait exploser, il a un peu ralenti pour se mettre à son rythme. Finalement, ça lui a permis d'être avec les autres au sommet de la Cipressa et puis de pouvoir envisager sereinement la transition entre Cipressa et Poggio. Peut-être petite erreur, quand même, on pourrait la noter, c'est, je sais pas s'il aurait dû tant collaborer que ça entre la Cipressa et le Poggio, parce qu'en bas de la Cipressa, on a déjà quasiment une minute, enfin je crois que c'était 40 secondes à ce moment-là, d'avance pour les trois hommes sur un groupe qui est en train de se reformer derrière, mais on sent qu'il n'y a pas d'organisation, hein. Dans le groupe derrière, il y avait trois Lidl Trek, donc je pense que c'était Stuyven, Ciccone et puis Pedersen, mais on a vu que Pedersen n'était pas bien, donc la Lidl Trek ne s'est pas trop engagée parce que son leader était pas en très bonne forme, donc bon, ils allaient pas rouler pour ramener tout le monde sur les hommes de tête et se faire coiffer quand même. On a vu un peu un Campenard qui roulait, c'est pas trop pour qui. Enfin, c'était très désorganisé finalement, ce qui fait que les trois de devant, ils roulaient très fort et ils ont réussi à prendre une minute d'avance. Et donc je le disais, là, je sais pas trop si Ghana a fait la bonne strat. À sa place, je sais pas si j'aurais roulé parce que on a vu dans la Cipressa que c'était le troisième plus fort. Très clairement, les autres se sont fait décrocher à la pédale. Donc je pense que Ghana avait pas trop de soucis à se faire dans le Poggio. Il y aura personne qui l'aurait lâché. Les seuls qui l'auraient lâché potentiellement, c'était encore Van Der Poel et Pogacar. Donc peut-être qu'il aurait pu s'économiser un peu dans la plaine pour dire bah non les gars, vous m'avez lâché dans la Cipressa. Moi je me laisse dans vos roues. Je vais pas faire des efforts pour vous alors que vous allez encore me mettre une misère dans le Poggio. Bon, finalement, il a décidé de collaborer. En faisant ça, il s'achète un peu de paix aussi en disant bon, ils vont pas me gueuler dessus sur la plaine, ils vont pas m'attaquer parce que l'on collabore pas avec eux. Je m'assure un podium aussi, mais bon, je pense que, comme je vous le disais, Ghana était le troisième plus fort, donc pour moi, il n'y avait pas trop d'intérêt à essayer d'assurer la troisième place. Je pense que même si les autres étaient revenus derrière, il y aurait eu la rebelote dans le Poggio, il aurait refait troisième plus fort du Poggio, il aurait fait troisième quand même. Donc bref, une minute en bas du Poggio, donc là on comprend très vite que ça va jouer entre les trois de devant. Pogacar qui attaque dès le bas du Poggio. Alors on l'a très clairement compris, hein, la tactique de Pogacar, c'est attaquer le plus possible, rendre le plus dur possible les données dans ascension. Tout de suite, Filippo Ganna ne cherche même pas à suivre, lui il se met à son rythme, il dit je pense qu'il avait calculé à peu près comment il pouvait le monter le plus vite possible, à son rythme, et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas cherché à les suivre, les deux autres. Van Der Poel qui suit, qui lâche jamais. Et donc, ça se met banderille sur banderille devant, mais parfois ça se regarde un peu. Donc, Filippo Ganna revient. Et finalement, Pogacar n'arrive pas à battre Van Der Poel, n'arrive pas à le lâcher, même si à un moment, on a l'impression qu'il y a une roue, on se dit il va le faire. Van Der Poel a aussi été très malin parce que à ce moment où on voit qu'il décroche un petit peu, il prend bien mieux son virage que Pogacar et ça lui suffit pour revenir dans la roue. Et puis, du coup, le trou reste à refaire pour Pogacar. Et finalement, du coup, ils arrivent au sommet quasiment. Et là, Van Der Poel décide de contrer Tadej Pogacar. On voit que c'est un peu difficile pour Pogacar. A priori, c'était pas trop une question de jambes. Enfin, je pense que les deux étaient à fond, mais ils étaient à peu près au même niveau. C'était plus une question d'inattention. Donc au début, il n'arrive pas à le suivre, hein. Finalement, il arrive avec des gros efforts à revenir à peu près au niveau de la cabine téléphonique. Et là, ensuite, ça se regarde un petit peu. D'ailleurs, il y a cette image assez folle où les deux se parlent juste avant le sommet. En mode Pogacar qui revient à la hauteur de Van Der Poel, il a dit, bon.
Bah mec, match nul quoi, on n'a pas réussi, ni toi ni moi, on n'a pas réussi à se débarrasser l'un de l'autre. Et donc ils entament la descente. Au début, descente très prudente, et là on se dit, chez Filippo Ganna, il doit être à 10 secondes au sommet. Ganna va rentrer. Et à un moment dans la descente, donc c'était Van Der Poel qui était devant. Et à un moment, Pogacar commence à prendre les devants dans la descente. Et là, on se rend compte, il doit se dire dans sa tête, ah ouais, mais si Ganna revient, c'est plus du tout la même chose. Déjà à deux, c'était un peu compliqué pour Pogacar de gagner, mais il avait quand même sa chance. On sait que Van Der Poel, c'est quelqu'un qui a déjà perdu sur des sprints à deux. Pogacar, c'est quand même une vitesse, c'est quand même une pointe de vitesse non négligeable. Par contre, Ganna, là, c'était peut-être de trop pour lui, pour Pogacar, de coureur à gérer. Donc, on se rend vite compte que Pogacar n'a vraiment pas envie que Ganna rentre. Et on se rend compte aussi que Van Der Poel n'en a pas trop envie. C'est-à-dire que Pogacar aurait pu rouler tout seul, mais Van Der Poel a décidé de le relayer pour empêcher Filippo Ganna de rentrer trop vite. Et donc finalement, ils arrivent en bas de la descente avec 5 secondes d'avance sur Ganna. Et là, ils commencent à collaborer, à mettre des gros relais, hein, les deux devant. Là, on se dit, ah ouais, ça va être chaud pour Ganna pour rentrer. Finalement, Ganna arrive à rentrer à une faveur de relais un peu trop faible devant. Je pense qu'à un moment, ils se sont dit aussi, sprint arrive, Ganna est vraiment juste derrière, on va devoir se le coltiner dans tous les cas. Et donc là arrive ce fameux sprint à 3. Donc en termes de position, Pogacar décide de se mettre tout derrière. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure tactique. Ganna s'intercale entre les deux, Van Der Poel devant, et Van Der Poel lance de super loin. Mais a priori, il était assez confiant et il réussit à s'imposer. Il n'y a pas eu de gros écarts hein, sur le sprint, mais les uns n'ont jamais réussi à doubler les autres. Finalement, Van Der Poel s'impose au sprint devant Filippo Ganna et devant Tadej Pogacar. Et finalement, ce qui se passe derrière, c'est un petit peu anecdotique, hein, la bataille pour la quatrième place. Mais donc, victoire de Van Der Poel. Et franchement, c'est mérité pour lui. Ça aurait été mérité pour Pogacar, ça aurait été mérité pour Filippo Ganna. Donc, pas trop de déception sur le résultat du sprint final. Mais en tout cas, on a eu vraiment une édition de folie. En termes de tension, franchement, moi, je me suis coltiné un petit peu le live toute la journée. Bon, après, j'ai dû regarder la fin en replay parce que j'étais pris dans l'après-midi, mais je me suis pris pas mal de temps à regarder quand même le début de la course, histoire de d'attendre un petit peu, de faire monter la pression. Et franchement, c'est ça qui fait aussi la beauté de cette course, c'est qu'on attend très longtemps. Et à un moment, ça part en vrille, et là, les endorphines montent à fond. Et en général, ça arrive dans le Poggio. Et là, franchement, dès la Cipressa, il y a eu une tension incroyable avec l'attaque de Pogacar. Euh, Avec le fil rouge derrière, de se dire est-ce que Ghana va réussir à revenir dessus? Est-ce que Ghana va les tenir? Est-ce que Ghana va les relayer? Et puis ensuite aussi, il y avait une petite tension quand même au début de se dire, ouais, mais si jamais Ghana y revient, ça va un peu désorganiser la chasse des deux devant. Est-ce que les deux devant, ils vont commencer à regarder un petit peu? Parce que Ghana, il va peut-être pas rouler. Et si Ghana roule pas et que les autres veulent pas l'emmener, peut-être que ça va favoriser un retour du peloton. Enfin bref, il y avait vraiment une tension immense et qui est jamais retombée entre le début de la Cipressa et l'arrivée. On s'est dit, est-ce que dans le Poggio, l'un va réussir à décrocher l'autre? Avec toujours Ghana qui était derrière, un peu le bourdon qui reste à 10 secondes. La menace, on sait qu'elle est là, on la voit pas trop, mais on sait qu'elle existe. Franchement, c'était un super moment de vélo. Et puis aussi, quand même, il faut le dire, ça avait vraiment de la gueule de voir le duo Pogacar-Van Der Poel. On sait qu'ils se sont déjà écharpés sur pas mal de courses par le passé, mais là, le champion du monde et celui avec Célisred champion du monde, c'est deux beaux coureurs à voir qui ont des très beaux styles. Ça roulait vite dans les descentes, les paysages étaient magnifiques. Il y avait des watts, c'était vraiment des très belles images. Et franchement, ouais, ce que je retiens de cette course, c'est vraiment la tension qu'il y avait eu tout du long. Et puis un super duo Pogacar Van Der Poel, que compléterait aussi par Ganna qui a fait une belle course, même si c'est pas le coureur qu'on apprécie le plus en général. Et surtout, Pogacar a attaqué dans la Cipressa. C'est un fantasme qu'on avait depuis pas mal d'années. Tous les ans, tout le monde disait Pogacar va attaquer dans la Cipressa. Et tous les gens rationnels, un peu trop rationnels, comme moi probablement, disaient mais non, il peut pas attaquer dans la Cipressa, ça ne va pas marcher. Et pourtant, il l'a fait. Et donc, ce fantasme est devenu réalité. Pogacar a attaqué dans la Cipressa. On a eu un scénario de course totalement différent. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a 10 ans, c'était que des sprinters qui gagnaient et qu'il se passait rien. Ensuite, il y a eu la mode des punchers qui ont attaqué dans le Poggio. Et là, maintenant, on a même Pogacar qui attaque dans la Cipressa et qui rend la course encore plus folle. Donc, Pogacar a tenu ses engagements. Il y avait ce duel incroyable entre Van Der Poel et Pogacar. Et finalement, Pogacar ne gagne même pas. Et c'est ce qui en fait finalement un peu, je dirais, un loser magnifique.
Euh, Moi, j'ai un peu du mal avec Pogacar et Van Der Poel ces dernières années parce qu'ils ont écrasé trop de courses. Mais là, il faut dire quand même que quand les deux sont l'un contre l'autre et qu'on a un duel, c'est là aussi tout le sel du cyclisme. C'est d'avoir des champions qui sont tous les deux les plus forts, qui sont dans les meilleures conditions, et de les voir s'affronter au sommet et que ça soit si serré, c'est vraiment quelque chose qui est succulent. Donc, franchement, course incroyable. Je pense qu'on va se faire beaucoup chier cette année, pour être honnête. Il y a beaucoup de courses sur lesquelles Van Der Poel va écraser la concurrence, sur lesquelles Pogacar va écraser la concurrence. Et donc là, on va les maudire. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de courses sur lesquelles on va dire, mais s'ils étaient pas là, ça serait tellement mieux. Mais par contre, les courses où les deux seront là et où le terrain sera à peu près propice à un duel, là, je peux vous dire qu'on va se régaler. J'attends le Tour des Flandres avec impatience pour cette raison-là. On verra si Pogacar fait Paris-Roubaix. Après Paris-Roubaix, il a pas trop un profil adapté. Et je pense que vraiment Milan-San Remo, c'est la course qui cristallise le plus avec le Tour des Flandres. Cette ambivalence entre les deux et le fait qu'ils aient un niveau très proche et que le parcours permet aux deux de s'exprimer sur leur qualité et d'être tout aussi favoris l'un que l'autre. Donc vraiment, je pense qu'on va s'ennuyer sévèrement cette année parce que Pogacar va écraser toutes les courses auxquelles il va pas participer, parce que Van Der Poel va écraser toutes les classiques du printemps alors que c'est les meilleures courses de l'année. Par contre, quand les deux seront là, là, on va avoir des moments de vélo qui vont atteindre un niveau très élevé et je pense que c'est des très grands moments du sport qui sont en train de s'écrire. Donc sur ce Milan-San Remo, et puis sur le Tour des Flandres, très probablement. Donc voilà. Pour ça, merci messieurs. Euh, je profite d'enregistrer ce podcast pardon, dans une période où je vous admire, alors que tout le reste de l'année, je risque de vous maudire, mais là, c'est vraiment le gratin du cyclisme qui se bat sur le profil qui est peut-être un des plus mythiques du monde, ce Milan-San Remo qui, encore une fois, montre que le parcours est parfaitement taillé et permet une course tout simplement incroyable. En fait, il y a la légende qui est derrière, et surtout il y a le parcours qui est très bien dosé en termes de difficulté. Il y en a juste un petit peu, et c'est ce qui permet d'avoir le sel de cette course. Et ça nous fait vivre des moments comme ceux qu'on a vécu aujourd'hui, euh, qui sont très probablement les plus grands moments de cyclisme des années 2020. Donc il faut en profiter. Voilà. Euh, c'est tout pour les louanges pour Mathieu et puis pour Pogacar. Je suis quand même content que ce soit Van Der Poel qui ait gagné, c'est un coureur que j'aime bien. Et côté français, on n'a pas trop vibré. Enfin, un petit peu quand Romain Grégoire s'est accroché, mais après le reste, on savait que ça serait très loin. De toute façon, dès la preview, on n'y croyait pas trop. Moi, je vous ai dit, ma meilleure chance, c'est peut-être Paul Magnier. Paul Magnier qui n'a pas pris le départ parce qu'il était encore un peu trop souffrant de ses blessures. Mais bon, de toute façon, dans un tel scénario, Paul Magnier, il aurait fini à 2 minutes et il aurait fait 40e, personne ne l'aurait vu. Donc voilà, on n'a peut-être pas trop brillé pour les Français, mais on a eu des superbes images de vélo. J'espère que vous en avez profité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine preview. Et d'ici là, allez rouler. Il commence à faire beau. C'est le moment où on peut sortir un peu le vélo. Profitez-en et puis on se retrouve pour une prochaine course. Salut!